La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Pour cette 6e heure de direct, nous partons à Abidjan. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. C'est en effet le plus grand centre industriel du pays. Elle se situe au sud, à quelques kilomètres de plages paradisiaques très prisées par les expatriés. Pour en parler, j'accueille Anthony Boutelier. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes président délégué du CIAN, conseiller honoraire du commerce extérieur de la France et membre libre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Jean-François Abijon, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes conseiller économique à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire depuis 2010. C'est bien ça. Pour débuter cette émission, nous sommes en direct via Skype avec le consul général de France en Côte d'Ivoire, Philippe Truquet. Philippe Truquet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux de la communauté française à Abidjan ? Écoutez, la communauté française à Abidjan, je dirais pour résumer que c'est une communauté qui est en croissance régulière depuis les 5 dernières années. Aujourd'hui, on compte environ 15 000 Français à Abidjan. Il y a 5 ans, 6 ans, on en comptait 9 500. C'est-à-dire, c'est une progression d'environ 800 Français par an. Il faut ajouter à ces Français qui sont les Français qui sont enregistrés sur les registres du consulat, tous les Français de passage qui viennent à Abidjan à titre touristique ou autre. Ensuite, c'est une communauté qui est essentiellement installée en majorité à Abidjan, concentrée dans la banlieue d'Abidjan ou dans Abidjan même. L'agglomération d'Abidjan, c'est 7 millions d'habitants, c'est pratiquement 30% de la population de la Côte d'Ivoire. 90% des Français vivent ou résident à Abidjan et dans la grande banlieue d'Abidjan. C'est en fait une communauté qui est plutôt jeune et active. 33% des Français qui sont enregistrés au consulat ont moins de 18 ans. Les 18-60 ans représentent environ 55% des Français. Et parmi les 18-60 ans, 70% ont une activité professionnelle dans différents secteurs d'activité. Il n'y a pas d'activité particulière, c'est dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient marchands, non marchands, dans l'agroalimentaire, le BTP, etc., etc. Merci Monsieur le Consul. Vous restez en ligne. N'hésitez pas à intervenir durant notre émission. Alors Abidjan et notamment la Côte d'Ivoire est un bon choix pour les entrepreneurs français qui souhaitent s'installer en Afrique de l'Ouest. Et on écoute tout de suite Jean-Marc Brault de Bournonville, conseiller du commerce extérieur, nous parler de ce sujet. Alors quels sont les points importants de l'attractivité de ce marché ivoirien pour un Français ?
C'est essentiellement de travailler dans un monde connu. D'abord la langue française. Ensuite, il y a une monnaie, le CFA, qui est parfaitement convertible avec l'euro, et avant le franc français, bien sûr. Il y a un code aussi, un code EADA, qui est un ressort du droit continental et qui ressemble parfaitement à notre code Napoléon. Et ce code, d'ailleurs, s'étend dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ça permet de travailler dans un environnement connu et donc favorable pour un Français. Alors, on vient d'entendre Jean-Marc Brault de Bournonville nous parler des atouts que représente Abidjan. Anthony, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que l'OADA ? Oui, alors d'abord, je précise que le CIAN, c'est le Conseil français des investisseurs en Afrique. C'est l'organisation patronale qui rassemble les entreprises installées sur tout le continent africain, d'Alger au Cap et de Madagascar au Cap Vert. Et dont vous êtes le président délégué. Donc je suis le président délégué. Bon. Mais, alors, l'OADA, effectivement, Jean-Marc de Bournonville a parfaitement raison d'en parler. Ça veut dire Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel puisque 17 pays africains ont décidé d'avoir le même corpus de droit en matière de droit des affaires. C'est donc une délégation de souveraineté judiciaire qu'ils ont consentie, ce dont n'a pas été capable l'Europe. Il faut bien le reconnaître que ces 17 pays africains sont en avance. Alors, on a donc un excellent corpus de droit sur toute cette Afrique de l'Ouest. Maintenant, la mise en pratique, je dois à la vérité de dire que c'est beaucoup plus compliqué. Et récemment, le CIAN a fait une enquête auprès des entreprises pour son rapport. Et sur une note de 1 à 5, le fonctionnement de la justice en Côte d'Ivoire n'est pas bon. Autrement dit, après 10 années de troubles, on a une note de l'ordre de 1,5 sur le fonctionnement de la justice et il y a encore beaucoup de corruption. Et ça, je pense qu'on abordera le sujet un peu plus tard. On en parlera un peu plus tard. Merci. Il y a un avantage en Côte d'Ivoire, c'est la langue commune, mais c'est aussi la monnaie du CFA. Quels avantages cela représente, Jean-François, pour un entrepreneur ? Ils sont gros parce que le CFA a deux caractéristiques très, très utiles, très intéressantes. La première, c'est que c'est la monnaie commune à un grand nombre d'États d'Afrique de l'Ouest, donc ils partagent tous la même banque centrale qui est à Dakar. Et deuxièmement, c'est une monnaie dont le taux de change avec l'euro est garanti par la France. Très bien. Alors, on a parlé des avantages, mais pour faire des affaires, il faut connaître les codes. Est-ce qu'il y a des codes à connaître quand on fait des négociations commerciales à Abidjan ? Jean-François ? Oui, il n'y a pas d'énormes différences, mais je crois quand même qu'il y a 2 ou 3 points qu'il est bon d'avoir en tête. Le premier, c'est incontestablement un certain formalisme dans les réunions de travail officielles. Quelqu'un qui débarque sans cravate, en tenue décontractée dans une administration aujourd'hui, il détonnera parce que ses interlocuteurs, eux, sont tous en costume cravate. Et ce formalisme va également dans les mots qui sont utilisés. Il faut nommer les gens par leur titre, monsieur le directeur, monsieur le conseiller, etc. Oui, donc, il faut faire très attention à la hiérarchie. Absolument. Oui. Donc ce formalisme est, je crois, quelque chose d'important dans une réunion, surtout quand il y a plusieurs interlocuteurs. Même si le chef de vos interlocuteurs est quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez dîné la veille, il faut respecter ce formalisme. La deuxième chose, il faut jamais sous-estimer la capacité technique de vos interlocuteurs. Donc, il faut faire très attention. Il faut écouter attentivement ce que l'on vous dit pour pouvoir y répondre après, dans votre négociation. Mais c'est toujours impressionnant de voir que dans la plupart des grandes structures ivoiriennes, vous avez des techniciens extraordinaires et qui souvent connaissent infiniment plus que vous, quel que soit le secteur, mais qui inversement ont du plaisir à avoir une discussion technique poussée avec vous. Donc ne pas hésiter à rentrer dans la technique. D'accord, merci Jean-François. On va tout de suite écouter une vidéo de Jean-Marc Brault de Bournonville à nouveau sur les secteurs porteurs et les niches à exploiter à Abidjan.
Alors, outre donc ces secteurs du bâtiment et de tous les métiers secondaires, y a-t-il une niche à exploiter en Côte d'Ivoire? Je dirais que la Côte d'Ivoire et Abidjan en particulier permet, à mon avis, à tous les secteurs, y compris le luxe. Maintenant, on a à Abidjan une classe moyenne qui s'est développée. Et ça permet à des entreprises de trouver un marché potentiel. J'insisterai moi aussi sur un sujet, c'est l'agroalimentaire. Et c'est vrai que sur ce domaine-là, il y a beaucoup de choses à faire, et peut-être pas suffisamment, et à la fois pour le marché intérieur ivoirien, mais également pour l'exportation. Et c'est un sujet qu'il faut travailler. Et là, on retombe sur le domaine de la compétitivité de l'économie en Afrique, où effectivement, on a des salaires avantageux, mais le coût des facteurs comme l'énergie, comme les coûts de transport, frais d'approche, etc., sont extrêmement chers. Et c'est un sujet sur lequel je sais que les autorités ivoiriennes travaillent. Anthony, outre les secteurs du bâtiment, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marc Brault de Bournonville sur le fait que l'agroalimentaire et le luxe sont des secteurs porteurs aujourd'hui à Abidjan? Oui, bien sûr, et notamment sur le luxe et l'émergence d'une classe moyenne qu'on retrouve dans beaucoup de pays africains. Mais en tant que représentant d'entrepreneurs, il ne faut pas oublier que l'entrepreneur est un gestionnaire de risque. Et donc, il y a plein de secteurs où on peut intervenir. La seule précaution qu'il faut prendre, j'ai expliqué les déficiences du système judiciaire, c'est de faire très attention que le secteur que vous allez aborder n'est pas encombré par ce qu'on appelle l'informel. Parce que les PME, notamment, sont très vulnérables à la fraude et à la corruption. Très bien. Donc, vous dites aux entrepreneurs, allez dans le domaine où vous savez faire. Absolument. Si vous voulez, un entrepreneur doit être très compétent. Il faut ensuite qu'il soit conscient du risque qu'il prend. C'est souvent au CIAD, quand on vient nous voir, je leur dis, attendez, que savez-vous faire, premièrement, et quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à assumer? Je raconte souvent cet exemple du monsieur qui a investi dans un pays en guerre et où il y a la famine, et qui me dit, je vais aller là. Je lui dis, tu es fou, il y a la famine et la guerre. Il me dit, oui, mais l'ONU vient de voter une aide alimentaire, je lance une entreprise de camions et il a fait fortune. Voilà. D'accord. Alors justement, au niveau du luxe, est-ce que vous pensez qu'il y a une émergence d'une classe moyenne à Abidjan? Oui, bien sûr. Et je crois que Jean-François est plus qualifié que moi pour mesurer l'émergence, puisqu'il vit à Abidjan, de cette classe moyenne. Mais il y a quelque chose de très significatif, c'est qu'une société comme L'Oréal vient d'adhérer au CIAN. Je crois que c'est tout un symbole, justement, que se développe dans beaucoup de pays africains une classe moyenne qui sort de la nécessité de se nourrir, qui dépasse ce stade. D'accord. Et tout à l'heure, dans la vidéo, on entendait Jean-Marc Brault de Bournonville mentionner le coût de l'énergie pour l'agroalimentaire. Est-ce que ça reste un point noir ? Alors, bien sûr, c'est pas d'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays d'Afrique à avoir des problèmes d'infrastructure et de coût de l'énergie. En revanche, ce qu'il faut dire, le CIAN fait une enquête tous les ans auprès des entreprises, et notamment en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on s'aperçoit que la qualité de la main-d'œuvre est particulièrement bonne. Oui, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Non, très bien, excusez-moi. Comme vous parliez des coûts des facteurs, évidemment, je vous parlais moi, de la main-d'œuvre. Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez parfaitement raison, il y a un déficit énergétique extrêmement important et qui freine, bien entendu, le développement de ce pays. Jean-François, au niveau des points noirs, est-ce qu'il y a d'autres points à mentionner, notamment les marchés publics peut-être ? Oui, d'abord, d'habitude, je partage l'opinion d'Anthony, pas vraiment sur ce qui a été dit. Il y a effectivement une catégorie de cadres supérieurs extrêmement performants et tout à fait exceptionnels. Et la Côte d'Ivoire sort quand même de 20 ans de crise, près de 15 ans de faillite du système d'éducation. Donc, il y a un problème de manque de techniciens et de cadres intermédiaires. Ça, c'est clair. Et deuxièmement, par contre, là où je rejoins Anthony, c'est que tous les secteurs sont ouverts, y compris les secteurs où des étrangers interviennent. C'est vrai qu'avec la croissance de la Côte d'Ivoire, avec la mondialisation du continent,
de plus en plus de gens viennent, y compris du continent asiatique, travailler dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas avoir peur de s'associer avec eux. Maintenant, sur les points noirs, j'aimerais relativiser un petit peu ce point. D'abord, de mon expérience, la plupart des marchés publics se font de plus en plus dans une transparence et une concurrence réelle. C'est indéniable. Deuxièmement... Il n'y a pas de problème de corruption ? Si, oui, sans doute. Mais celui qui ne veut pas payer n'a pas à payer. Il ne faut jamais oublier que dans un pays où on pense que la corruption est aussi répandue, ça vient aussi d'une attitude de beaucoup de gens qui veulent payer. On veut payer parce qu'on a le sentiment que ça donne un pouvoir sur celui qui fournit la prestation. Donc, ce n'est pas Singapour, c'est certain, mais ce que l'on appelle la corruption est quelque chose de complexe. Tout à fait. Alors, merci Jean-François. Puisqu'on est sur les points noirs, on va continuer et terminer là-dessus. On écoute Jean-Marc Brault de Bournonville nous indiquer pourquoi il est difficile de transmettre son entreprise à Abidjan. Quand on a fait ce parcours de l'entrepreneur individuel, et ça on le rencontre assez souvent dans 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est la difficulté de transmettre son entreprise. Alors ça c'est un sujet sur lequel il faut penser, il faut travailler. Beaucoup d'entreprises ne trouvent pas de successeurs ou ça ne se fait pas dans très très bonnes conditions. Et à mon avis, c'est un sujet qu'il faudra travailler dans l'avenir. Anthony, est-ce que c'est vraiment si compliqué de transmettre son entreprise à Abidjan ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre ? Je ne partage pas le point de vue de Jean-Marc de Bournonville. Alors, je crois qu'il y a une petite confusion. C'est que, Jean-François vient de le dire, la Côte d'Ivoire sort de 20 ans de crise, et particulièrement aiguë ces 10 dernières années. Alors, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs, notamment au niveau de PME françaises. Et c'est vrai que dans une conjoncture mauvaise, c'est compliqué de céder son entreprise à un bon prix. Bon, mais la procédure de cession d'entreprise, elle est tout à fait normale. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jean-François. Jean-François, vous avez connu des cas Oui, je suis tout à fait d'accord avec Anthony. Surtout en ce moment où il y a une vraie reprise, donc il y a toute une série d'entreprises plutôt grosses qui cherchent à revenir ou à venir tout simplement en Côte d'Ivoire. Et donc là, j'ai en tête un certain nombre d'exemples d'entrepreneurs qui ont créé leur entreprise il y a 15, 20, 25 ans, qui sont en train de la revendre dans des conditions qui semblent les satisfaire tout à fait. Donc il n'y a pas de difficulté particulière. D'accord, merci. Alors, on fait une pause et on se retrouve juste après pour balayer les clichés.
De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous parlons d'Abidjan pendant 1 heure en direct des studios de TV5 Monde. Je suis avec Anthony Boutelier et Jean-François Bijon. Donc on a vu plusieurs aspects de la vie économique d'Abidjan. Quelles sont les idées reçues à chasser sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que, Anthony, le recouvrement et les impayés, c'est toujours d'actualité ou est-ce que c'est un cliché? C'est un cliché. Nous avons fait une enquête auprès des entreprises. Eh bien, 48 plus 28, ça doit faire 76%, estiment que le recouvrement de créances est normal pour un pays africain. Bon, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut bien distinguer le secteur privé du secteur public. Il faut bien comprendre en a parlé tout à l'heure, que le risque africain, il est excellent quand vous avez un partenaire privé. En revanche, il est beaucoup plus compliqué lorsque vous avez affaire à une administration. Et là, nous disons, nous, aux personnes qui nous consultent, essayez d'éviter de trop traiter avec les administrations. Voilà. D'accord. Au niveau des clichés, Jean-François, est-ce qu'il y a d'autres clichés Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à éventuellement un déménagement dans la région, il ne faut surtout pas considérer que la région est homogène. Abidjan est, pour beaucoup, la ville de loin la plus agréable à vivre dans toute la région. Dakar est une ville superbe et très agréable, mais elle est plus petite en tant que ville, beaucoup plus petite qu'Abidjan. Et Abidjan, c'est pas non plus le côté un peu inhumain qu'on a à Lagos. Donc ça, c'est une première chose. Il faut rentrer dans le détail. Et incontestablement, c'est le cliché de la généralisation est en faveur d'Abidjan. D'accord. Tout comme la formation professionnelle, on trouve de la main-d'œuvre qualifiée à Abidjan. On en a parlé tout à l'heure et c'est un point important. Oui, c'est compliqué. Est-ce que je peux revenir sur un point quand même? Oui. Jean-François a parlé de la langue, la communauté de langue. Eh bien, là, il faut faire très attention. Il ne faut pas croire que parce que les gens parlent français, que la négociation va être facile. Je dirais que c'est un piège. Parce que nous avons en face de nous des gens qui sont biculturels. Nous ne le sommes pas. Et ils connaissent parfaitement nos codes. Et je dois dire, Jean-François et moi, on s'est promenés dans pas mal de coins du monde, notamment en Asie. Il est infiniment moins compliqué de négocier avec un Japonais ou un Chinois que de négocier avec un Ivoirien. D'accord. Alors, c'est le mot de la fin. Merci Anthony Boutelier. Merci Jean-François Bijon. On fait une pause et on se retrouve juste après pour parler de la vie quotidienne à Abidjan. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et on parle actuellement d'Abidjan. Alors après avoir discuté des aspects de la vie économique, nous allons aborder des points sur la vie culturelle et quotidienne. Pour cela, j'accueille Christian Bouquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de géographie politique à l'Université Bordeaux III. Vous êtes également chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde de Sciences Po Bordeaux.
Pauline Degois, bonjour. Bonjour. Vous avez été salariée chez Total en 2013. Tout à fait. À Abidjan, donc. Donc, après la crise qui a suivi les élections présidentielles de 2010, il semble que le pays est en train de redémarrer. On va écouter une vidéo de Marie-Donatienne El Khalil qui nous parle de sa vie quotidienne à Abidjan, dans une ville en pleine reconstruction. Bonsoir Paris. Ce soir, je suis une fois de plus dans les embouteillages. C'est vraiment un gros poids en ce moment, la circulation dans Abidjan. Ça l'était avant les travaux qui ont débuté il y a 1 an pour la construction du 3e pont. En fait, Abidjan est coupé en 2 par la lagune Ébriée. Pour rejoindre le nord d'Abidjan, il n'y a que 2 ponts. Et donc, on construit le 3e pont pour désengorger les 2 premiers, le pont Oufouette et le pont de Gaulle. Et on a toujours ça en tête quand on est au travail, de ne pas trop tarder pour éviter de tomber dans des embouteillages de plus en plus denses et de plus en plus nombreux. Voilà, on a encore a priori encore 1 an de travaux pour le pont, mais il y a un peu des travaux un peu partout, ce qui est plutôt positif parce que l'infrastructure s'améliore, donc on a bien conscience que c'est un mauvais moment à passer pour un mieux-être après. Alors Christian, il s'agit seulement d'embouteillage, mais est-ce que la construction de ce 3e pont fait partie des signes du redémarrage de la Côte d'Ivoire ? Ah oui, c'est même le signe le plus visible parce que c'est extrêmement spectaculaire, le chantier du 3e pont. Il mord, comme on vient de le dire à l'instant, avec sa bretelle sur le boulevard Giscard d'Estaing. Au nord, il mord sur le quartier Riviera. Il est très visible dans l'espace et il pollue considérablement la circulation. Mais il y a d'autres chantiers, et ça c'est la partie visible de l'iceberg, il y a d'autres chantiers encore plus considérables. Il y a l'autoroute de Yamoussoukro, d'abord, elle est terminée maintenant, qui est parallèle à l'ancienne autoroute. Et puis il y a l'autoroute qui va à Bassam. Donc ce sont d'énormes chantiers qui montrent que la Côte d'Ivoire est en train de redémarrer. Au niveau des infrastructures, donc là, Abidjan est en mouvement. Est-ce qu'aussi au niveau culturel et intellectuel, Abidjan est en mouvement, en redémarrage ? Alors, intellectuel, je pense que le mouvement ne s'arrête jamais. Voilà. Mais si on veut encore des exemples spectaculaires, il y a l'université de Cocody, qui a été entièrement réhabilitée, qui est méconnaissable d'ailleurs. Avant, c'était une sorte de souk sans nom, infâme pratiquement, où il ne se passait rien. Maintenant, l'université de Cocody est pimpante. Plusieurs milliers d'étudiants la fréquentent. Les années universitaires ont redémarré. Et je crois que là, c'est, là encore une fois, le symbole du redémarrage. Au plan culturel, bon, là, c'est pareil, la vie n'a jamais vraiment cessé. L'Institut français, qui avait mis peut-être ses activités un peu en veilleuse, a redémarré plus fort qu'avant. Et je crois que ce sont encore des signes positifs. Et qu'en est-il de l'image internationale de la Côte d'Ivoire ? Alors, c'est pareil, de la même manière que, économiquement, la Côte d'Ivoire a repris son rôle de locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, elle est aussi au plan diplomatique grâce au fait que Ouattara dirige la CEDEAO, ce regroupement de 15 pays d'Afrique de l'Ouest depuis maintenant 2 ans, grâce au fait qu'il a contribué à résoudre plusieurs problèmes diplomatiques importants, dans la crise malienne ou la crise guinéenne. Le leadership de la Côte d'Ivoire est de nouveau d'actualité. Alors, le redémarrage pèse sur le foncier. Pauline, vous pouvez nous indiquer combien coûte un 2 pièces par mois à peu près à Abidjan ? Tout à fait. Dans un quartier, j'allais dire, plus expatrié, vous pouvez compter environ 600 € pour un 2 pièces. D'accord. Au niveau donc du redémarrage, ça fait partie des inconvénients, si je peux dire, de la vie à Abidjan. Le fait qu'il y ait une augmentation des loyers. Je crois d'ailleurs, Christian, que vous pouvez nous parler de la réforme du foncier rural, qui est très liée, qui est liée au foncier urbain. Avec la loi de l'offre et la demande. Mais sur le foncier rural, là, la situation est encore plus dramatique, beaucoup plus dramatique, parce qu'elle concerne directement les Ivoiriens des campagnes. C'est la fameuse loi foncière qui a été passée en 1998 et qui va, à la demande, à l'injonction d'ailleurs de la Banque mondiale, permettre en principe à chaque détenteur d'une parcelle de culture de détenir un titre de propriété. Et ça a été l'une des pierres d'achoppement
de la crise ivoirienne à la fin des années 90. Et malheureusement, ça, ce n'est pas encore réglé. Est-ce que politiquement, on a encore des préoccupations pour ce pays ? Alors, toutes les préoccupations électorales sont derrière nous, puisque toutes les élections sont passées, les élections locales, les élections législatives. On attend maintenant, évidemment, la présidentielle de 2015, qui, effectivement, dans l'esprit des gens, commence à occuper un petit peu les pensées et les débats. Comment elle est appréhendée, cette élection présidentielle de 2015 ? Pour le moment, la vie politique semble apaisée, même si le parti d'opposition de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, n'est pas encore rentré vraiment dans le jeu politique. Les derniers mois ont montré que les choses étaient plutôt en train de se calmer et qu'on va vers une démocratie apaisée. C'est en tout cas tout ce que le monde souhaite. D'accord. Et au niveau de la sécurité, est-ce qu'aujourd'hui le calme est revenu à Abidjan, Christian ? Par rapport à il y a 2 ans, par rapport à la crise post-électorale, ça n'a rien à voir. Il n'y a pratiquement plus d'insécurité sur Abidjan, à part quelques poches dans quelques quartiers. À l'intérieur du pays, il y a eu pendant longtemps des coupeurs de route, c'est pareil, des opérations assez musclées ont eu lieu pour en venir à bout. On ne peut plus guère parler de véritable insécurité, mais il faut rester prudent. Pauline, est-ce que vous avez pris des précautions lorsque vous étiez à Abidjan ? Oui, j'ai eu quelques précautions à prendre, mais qui étaient plus imposées par l'entreprise pour laquelle je travaillais. Après, il y a, comme dans toute capitale africaine, des précautions à prendre en termes de... Notamment de ne pas s'aventurer dans des quartiers qui sont fortement déconseillés par le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Très bien. Alors, on va écouter une vidéo de Souraya Deyaham qui nous parle de l'accueil des Ivoiriens à Abidjan. On se sent tout de suite à l'aise dans cette ville. Il n'y a pas de barrière de langue. C'est une ville très chaleureuse. Il y a plusieurs organismes comme Abidjan Accueil qui s'occupent de l'accueil des nouvelles familles pour donner des renseignements, des informations concernant les écoles, les activités, etc. Et ce qui est bien utile. Et sinon, on se sent, c'est vrai, extrêmement chaleureusement accueilli par les Ivoiriens. Dès qu'on arrive, ils ont le mot Akwaba qui est bienvenu. On est accueillis toute la journée par des Akwaba madame, bienvenue madame. Ils ont vraiment un amour pour la France et les Français très ancrés. Un sourire chaleureux, extraordinaire. Et du coup, je comprends très bien les Français qui élisent ce pays et qui choisissent d'y rester parce qu'on se sent vraiment très bien accueilli et tout de suite chez soi. Pauline, comment ça s'est passé pour vous au niveau de l'intégration à Abidjan ? Alors, apprenez le mot Akwaba et vous pourrez rentrer dans toutes les maisons ivoiriennes de la Côte d'Ivoire. Plus sincèrement, l'intégration s'est très bien passée, d'une part, du fait que nous parlons la même langue. C'est quand même un peu plus plaisant. J'avais eu une petite expérience en Afrique anglo-saxonne, donc j'ai pu vraiment comparer. Et c'est vrai que les Ivoiriens ont, je pense, cette culture de l'ouverture et de la curiosité aussi. Ils sont très, très avides de comprendre pourquoi est-ce qu'on est venu travailler à Abidjan. Donc il ne faut pas hésiter de dire bonjour. Akwaba. Voilà, Akwaba. Merci. Les règles, comme dans toutes les villes du monde, de politesse, et tout se passera très bien. Christian, est-ce que les Ivoiriens sont plus dans l'humour que les Français Presque. J'allais dire dans l'interculturel, on n'a pas de problème avec nos interlocuteurs ivoiriens. D'abord parce qu'ils sont totalement décomplexés, probablement les plus décomplexés d'Afrique de l'Ouest. Et qu'ils ont en effet un sens de l'humour qui nous convient très bien à nous Français. Je crois qu'on est quand même très proche de nos interlocuteurs, comme je le disais, rien que sur ce terrain-là. D'accord. Alors, on va écouter une vidéo sur la scolarité pour les Français. Les écoles publiques coûtent environ 10 € par an, mais il faut savoir qu'il faut acheter encore les livres, les cahiers, les uniformes, et que les enfants sont environ 80 par classe, donc ils ne font pas du bon travail. Les écoles privées, elles, ont une très belle éducation. Elle coûte environ 100 € par an. Plus également le matériel scolaire, les livres, les cahiers et la tenue scolaire. Christian, pouvez-vous nous dire un mot sur le système éducatif français à Abidjan ?
Oui, alors là, on vient de parler du système éducatif ivoirien. Pour les Français qui veulent envoyer leurs enfants dans le système scolaire français, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une école Jacques Prévert, qui est une école primaire organisée par le ministère français de l'Éducation nationale. Il y a un collège et lycée, qui est le lycée Blaise Pascal, qui a été intégralement reconstruit après les événements de 2004 et qui assure l'un et l'autre un excellent niveau d'enseignement, à des tarifs évidemment nettement supérieurs à ceux qu'on vient de dire. C'est une forme d'inégalité, mais qui est inhérente à la vie d'expatrié. Et je crois que les gens qui partent là-bas avec des jeunes enfants n'ont pas de souci à se faire. D'accord. Alors, je vous interromps. Monsieur le Consul souhaite intervenir. Monsieur le Consul, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, je voulais intervenir sur des propos qui ont été tenus précédemment. Mais tout d'abord, je vais réagir effectivement sur la scolarité. On a une dizaine d'établissements scolaires d'enseignement français ici en Côte d'Ivoire et essentiellement sur Abidjan. Il y a environ 7000 élèves qui sont scolarisés dans ces établissements. Et bien sûr, ces établissements sont des établissements considérés comme des établissements du secteur privé et avec des coûts de scolarité qui sont bien évidemment bien plus élevés que ceux qui ont été mentionnés dans votre reportage. Toutefois, la France apporte bien évidemment aux enfants qui ne peuvent pas subvenir à l'intégralité des frais de scolarité, des bourses scolaires. Il y a environ 900 enfants français qui bénéficient de bourses scolaires en Côte d'Ivoire. Je voulais aussi revenir sur l'accueil en Côte d'Ivoire et le mot Akwaba que l'on entend effectivement quand on arrive. Je suis moi-même arrivé il y a 4 mois à Abidjan et j'ai été très 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 agréablement surpris par l'accueil dans ce pays. L'accueil n'est pas un vain mot et c'est vraiment une tradition locale de bien accueillir les personnes qui arrivent. J'ai servi à la fois dans différentes capitales en Afrique et en Asie du Sud-Est. Et si ce pays me rappelle quelque chose, c'est surtout la Malaisie où j'ai vécu dans les années 90, qui était Kuala Lumpur était une ville en chantier, avec beaucoup d'embouteillages, parce qu'il y avait un objectif d'atteinte, l'objectif de Wawazan Douapulu, qui était une vision 2020, d'atteindre les pays développés d'ici 2020. Et on comprend le ressenti que j'ai en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle se dirige un peu sur les traces de la Malaisie en matière de développement. Tous ces chantiers que l'on trouve dans Abidjan et à l'extérieur et qui ont été cités, les ponts, les autoroutes, c'est quand même des éléments très positifs pour l'avenir du pays. Merci, monsieur le consul. Pauline, un dernier mot avant la fin sur la santé. Quelles sont les précautions à prendre pour les Français qui souhaitent s'installer à Abidjan ? Tout d'abord, les précautions habituelles lorsque l'on part en Afrique, la vaccination obligatoire. Ensuite, on est très bien soigné à Abidjan. Pour exemple, nous sommes beaucoup à avoir eu des crises de paludisme et on a été pris en charge parfaitement par des médecins ivoiriens comme des médecins français et on trouve tous les traitements possibles dans la ville. D'accord. Alors, avant de se quitter, il faut quand même dire qu'il y a des plages paradisiaques à Abidjan. Vous en avez profité quand vous y étiez, je crois. Oui, tout à fait. Bassam, Assigny, Jacquesville, qui sont un réel plus, je pense, pour ce pays. C'est-à-dire que c'est à peu près 1 heure de voiture d'Abidjan. Les routes sont sécurisées et on peut y passer des très, très bons week-ends sur des très belles plages paradisiaques. Très bien. Merci Christian Bouquet. Merci Pauline Degois. C'est la fin de cette émission et on part à Brasilia.